Le professeur Franklin Nyamsi, qui a pas mal de soucis avec les autorités françaises à cause du fait qu'il émet une critique de la politique française en Afrique, a donné une interview aux médias qu'il a lui-même filmé et qu'il nous a partagé derrière sur ses réseaux. Donc on va réagir ensemble en live à son interview. C'est parti. J'allais en France et par ailleurs au Bénin. Est-ce que c'est pas plus logique quand on milite pour le panafricanisme et contre la pensée contre la France aujourd'hui qui serait toujours coloniale, de quitter la France? Quelqu'un comme Kémy Séba brûle son passeport français, dit je ne reviendrai plus jamais en France et par ailleurs au Bénin. Est-ce que c'est pas plus logique quand on milite pour le panafricanisme et contre la pensée contre la France aujourd'hui qui serait toujours coloniale, de quitter la France? C'est la logique de Kémy Séba. C'est à lui qu'il faudra poser. En fait, moi, la question que je me pose, c'est en fait, eux, comment ils pensent? Parce qu'en fait, quand vous voyez bien, pour eux, c'est soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Alors que pour moi, dans la vie, tout est dans le dialogue et tout est dans le consensus. C'est pas ça qu'on appelle la démocratie, le droit d'avoir une opinion et le droit de penser. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec une certaine manière de faire, ne peut-on pas donner une critique quand on est noir du coup, africain de surcroît? C'est la question que je me pose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est la question. On le fera. Mais moi, je pense qu'il y a des millions de Français d'origine africaine. Et quand, en tant que leader d'opinion, en tant qu'intellectuel, en tant que philosophe, pour ma part, je dois poser un geste, je dois penser à chacun d'entre eux. Qu'est-ce que je leur propose? Il y a une histoire économique, une histoire sociale, une histoire institutionnelle qui lie, même depuis des siècles, des Africains d'origine et des Français. Il y a des enfants qui sont nés de cette relation. Ouais. Il y a des familles qui se sont construites dans ce métissage, dans ce chemin commun. Ouais. Quand on prend une position comme leader d'opinion, on doit tenir compte de tout ce monde. Je ne pense pas que, parce qu'on critique la politique étrangère de la France, on doit quitter la France. Je pense même que les Français qui ont conservé cette flamme... Je trouve même que c'est une grande richesse pour la France de pouvoir avoir l'opinion de personnes différentes pour pouvoir ajuster sa politique en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Révolutionnaire. Cette flamme libertaire que... Le lien qui s'est construit entre la France et les Africains durant tous ces derniers siècles peut vraiment profiter à la France si elle sait vraiment en profiter. À elle de savoir comment profiter de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Sartre, les Camus, les Hugo, les Voltaire, à un moment donné, chacun à sa façon, Montesquieu et consorts, ont porté. Et quelle que soit leur couleur, ce sont les meilleurs Français possibles. Et quand moi, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai appelé à voter pour le nouveau Front populaire sur les réseaux sociaux, c'est parce que dans la gauche française aujourd'hui se trouvent les rares voix françaises qui sont demeurées aux côtés des Africains. Quand Jean-Paul Lecoq, quand André Chassaigne parle à l'Assemblée nationale, quand même un certain Jean-Luc Mélenchon parle à l'Assemblée nationale des questions africaines, le cœur des Africains de France et des Africains d'Afrique peut battre à l'unisson de la France contemporaine. Donc, cette pensée binaire, qui consiste à montrer la porte aux Africains de France, aux Africains... Je trouve ça vraiment très archaïque et très antidémocratique, cette manière de penser. Vous voyez, c'est les mêmes personnes qui, à longueur de journée, vous parlent de démocratie, mais ne sont même pas capables d'entendre un avis différent au leur. Et c'est eux qui se prétendent comme démocrates. Démocrates de quoi? Chaque fois qu'ils critiquent la politique africaine de la France, contribue à aggraver la situation de la France. Parce qu'en fait, il y a des Français, pas exactement de la même couleur que moi, de la même couleur que vous, qui disent exactement la même chose que moi, et qui ne sont pas ostracisés, qui ne sont pas priés de quitter la France. Ce qui veut dire qu'en fait, derrière cette injonction, la France, on l'aime ou on la quitte, revit l'antique et abject racisme. Merci. Merci, professeur. Le 2 poids 2 mesures, la citoyenneté à plusieurs étages. Parce que concrètement, c'est ça. C'est que quand tu es noir, tu as juste à fermer ta gueule, tu n'as rien à dire. Tu n'as pas le droit de parler, limite de penser, tu la fermes juste. Alors qu'en tant qu'être humain, je pensais qu'on avait tous le droit à la liberté de penser, à la liberté de parole. Et surtout à la liberté, la liberté d'opinion. Mais visiblement pas quand tu es noir. Moi, souvent sur TikTok aussi, je fais des vidéos où les gens viennent me dire, mais toi t'es noir, t'as pas le droit de penser comme ça et tout, mais c'est quoi votre problème? Je suis un être humain, je pense aussi, je réfléchis. Je suis pas un mouton. Hein. Qui sont précisément ce pourquoi les Africains se révoltent aujourd'hui. Et alors justement, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, ça me fait penser, et on parle du panel des...
La France a tout intérêt à écouter tous ces avis qu'elle reprend pour pouvoir justement ajuster le tir et ajuster sa politique pour pouvoir conserver des relations saines et étroites avec les pays africains. Pour moi, la France et l'Afrique doivent rester liées. Mais je dis ça, ce n'est que pour moi. Voilà. S'il y en a qui pensent, qui sont tellement au-dessus de tout le monde, tellement supérieurs à tout le monde, qui n'ont rien à apprendre de personne, tant mieux pour vous. Nous, on part du principe qu'on est bête et que tous les jours, on en apprend. Différents courants panafricanistes. Et j'aimerais qu'on parle du Sénégal. Oui, pourquoi pas. Et parce que nous, c'est très important dans le film, le Sénégal, évidemment. C'est quand même un des pays où il y a une transition démocratique réussie, avec l'arrivée de Diomaye Faye au pouvoir. Réussi, je vous laisse ce mot-là, mais je vais dire ce que je pense. Vous allez dire, parce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, il y a eu une élection avec un homme qui est arrivé au pouvoir, élu par le peuple, des élections qui ont eu lieu contre toute attente, quand même, parce que... Ah, contre toute attente. Ouais. Vous m'intéressez quand même. Non, mais on va parler honnêtement. Contre toute attente, il y a eu des élections, Diomaye Faye est arrivé au pouvoir. On peut dire que c'est un leader penseur avec son panafricaniste de gauche. Non. Encore un concept fumeux. Ah, parce que c'est comme ça. Alors, je vais réagir. Alors, donc, ma question, parce qu'elle n'est pas précise. Ouais. Ma question, est-ce que vous pensez que le Sénégal est le nouveau modèle de la relation que la France pourrait entretenir avec des... Nouveau modèle de quoi? Pays où le président a lui-même trahi la ligne politique qu'il avait pendant sa campagne présidentielle. Donc pour vous, c'est ça le modèle, hein? Non, c'est pas du tout le modèle. Des pays qui sont des anciennes colonies. Je pense exactement que le Sénégal n'est pas le nouveau modèle de la relation que la France doit entretenir avec ses anciennes colonies. Merci. Les nouveaux dirigeants sénégalais ne rassurent pas beaucoup dans certaines de leurs prises de position, même ces derniers temps. D'abord, il y a un mystère qu'il faudra un jour éclairer. Vous, journalistes, allez nous y aider par vos enquêtes savantes et même bien documentées. Comment est-ce qu'on passe de la prison au palais présidentiel? Comment celui qui nous détient en prison nous permet, en Afrique francophone au XXIe siècle, d'être candidat aux élections et de prendre le pouvoir? Je pense qu'un jour, on saura ce qui s'est dit dans la prison où Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye étaient en prison, entre eux et Macky Sall. Parce qu'il y a forcément quelque chose là qui explique ce que vous avez appelé tout à l'heure la surprise. Ouais. Mais Nelson Mandela est en prison, il est en prison. Non, mais Mandela, c'est 27 ans. C'est 27 ans, et c'est une lutte incomparable à celle du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais a lutté. Non, mais je veux dire, ça arrive, des gens qui sortent de prison et qui deviennent... Ouais, mais Mandela, on a vu des négociations, justement. Il y avait des négociations entre le pouvoir de l'apartheid et Nelson Mandela. Or là, on veut nous dire qu'il n'y a pas eu de négociation. Alors, je vous dis, madame, pour moi, il y a eu des négociations. Macky Sall n'est pas parti comme ça. Il s'est entendu avec Sonko et Diomaye dans la prison. D'ailleurs, ils lui ont garanti une amnistie. Les dizaines de Sénégalais massacrés pendant ces 4 dernières années au Sénégal, c'est perte et profit. Donc, je ne crois pas que ça se soit passé de la manière aussi idyllique qu'on veut le présenter. L'autre chose que je veux dire, c'est que quand il a pris le pouvoir, le président Diomaye Faye a commencé par se rendre dans un certain nombre de pays qui se trouvent être des pays qui ne sont pas engagés dans la dynamique panafricaniste. Il les a privilégiés. Il est allé notamment en Côte d'Ivoire, rencontrer l'autocrate Ouattara, qu'il a félicité pour les progrès qu'il ferait en matière de démocratie et de stabilité. Un homme qui a violé la constitution de la Côte d'Ivoire, où se croyait un 3e mandat anticonstitutionnel, madame, a été félicité par M. Diomaye, qui pourtant s'était battu contre Macky Sall, qui était tenté par un 3e mandat anticonstitutionnel. Donc, pour ma part, le Sénégal n'est surtout pas, aujourd'hui, la lanterne du panafricanisme. Bah, en Côte d'Ivoire, justement, il est arrivé au pouvoir par les armes. Il a fait un coup d'état constitutionnel pour prendre son 3e mandat. Mais tout va bien, c'est démocratique. Révolutionnaire, les lanternes du panafricanisme révolutionnaire sont, qu'on le veuille ou pas, et la réalité, l'opinion le montre, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il faut revenir à ces pays-là. C'est sur eux que les Africains réveillés et éveillés se lèvent. Pas sur M. Diomaye Faye. Voilà. Par exemple, vous voyez, le gouvernement sénégalais demande à l'Union européenne d'installer des drones de contrôle militaire sur sa frontière avec le Mali. C'est pas avec ça qu'on va rassurer les panafricanistes. Et vous ne pensez pas que justement c'est une voie
médiane, c'est une voix qui est moins violente. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Mali. Ce que je veux dire, c'est que quand on voit ce qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina, c'est d'une violence ultime vis-à-vis des relations internationales, des populations qu'on veuille ou non, on voit des exactions. Ah, parce que vous croyez que les terroristes, ils sont là, ils font des bisous aux gens? Bien sûr que c'est violent. Partout. Madame, je m'étonne de ce que vous dites. Moi aussi. Est-ce que vous vous rendez compte que l'armée française s'est retirée du Mali, du Burkina et du Niger sans qu'il y ait un seul soldat français blessé? Vous parlez de violence à des Africains qui, eux, meurent par centaines, par milliers depuis plusieurs décennies sous le coup des terroristes, alors que... C'est ça, sans parler des périodes d'avant d'esclavage, de colonisation, des razzias, des viols, de tout ça. Et ils parlent de violence parce qu'on les a chassés. Ah, le monde est comme ça, hein. C'est d'une manière diplomatique, c'est d'une manière, on va dire, pacifique que les autorités de ces pays ont demandé à nos armées de lever leur camp. Les États-Unis sont en train de se retirer du Niger, il n'y a eu aucune échauffourée. Qu'entendez-vous par violence? Que des pays exercent tranquillement leur souveraineté en disant on ne veut plus votre camp militaire, on vous demande de le retirer, mais on veut maintenir les relations diplomatiques. C'est une chose qu'on ne voit pas. Ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger ne veulent rompre des relations diplomatiques avec la France, les États-Unis et les grandes puissances occidentales. Ils ont simplement dit nous ne voulons plus de votre présence militaire sur notre sol. Et la séparation se fait à l'amiable, madame. Comment pouvez-vous appeler violence une séparation qui ne se fait pas à coups de canon, une séparation qui ne se fait pas de manière agressive et qui se fait de manière policière civilisée? Comment lève-t-on un camp militaire étranger de son sol si ce n'est pas un appel à quitter, un calendrier de retrait et un retrait ordonné et coordonné? Les Africains du Sahel ont été très respectueux de leurs partenaires. Ils ont laissé des délais. C'est pas bien dire fou, madame. L'armée française n'a pas perdu la guerre. Merci bien pour ces petits éclaircissements, professeur. Vous l'avez bien remis à sa place. Elle a voulu blaguer les gens, là, c'est pas passé. Le dribble a foiré. Elle n'a pas été chassée à l'issue. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, on parle de... Mais le mot violence. Non, mais c'est pas ça que je parlais. Les violences dont on parlait, c'était pas tellement les violences entre l'armée française et les militaires locaux, c'était plutôt contre les populations civiles. On parlait des exactions, on parlait de la violence djihadiste, on parlait de tout ça. Il y a une augmentation. Bah oui, mais madame, les djihadistes, c'est des terroristes. Ils sont pas là pour faire des bisous aux gens. Ils sont là pour faire mal, pour tuer des gens, pour faire péter des gens. L'augmentation de la violence. Je ne crois pas. Localement. Ah, si. Bah, c'est des Il y a un sénateur qui a marqué l'opinion. C'est le sénateur Cambon, de la commission de la défense du Sénat, qui a dit que les Maliens allaient regretter les conditions dans lesquelles ils se sont débarrassés de l'armée française. Citation. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Ah, tonton, garde la paix seulement. C'est parce qu'ils ont le seum qu'on les a chassés. C'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Il faut seulement les laisser. Ils vont boire un peu d'eau. Tout le seum là va descendre et ça va leur passer. Cette idée que quand les Africains, souverainement, disent on ne veut plus de ça, c'est perçu comme une atteinte, littéralement, un crime de lèse-majesté. Dites-moi, dans quelle partie du monde il y a un camp militaire africain? Est-ce qu'il y a une seule partie du monde, en dehors de l'Afrique, où il y a un camp militaire africain? Bonne question. Mais est-ce qu'il y a un pays qui a appelé l'Afrique à venir le libérer? Bien sûr, la France. Ah oui, la paix de 1940, madame. Des millions d'Africains. Est-ce qu'ils considéraient que c'était la France à ce moment-là? Bien sûr. D'accord, mais c'est autre chose. Je veux dire, depuis la libération des peuples, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit au Mali, envoyez-moi des troupes? Je veux dire, le président en 2013 a dit, envoyez les Français, envoyez des troupes. Madame, nous, Africains de France, sommes particulièrement fiers d'être des Africains de France parce que nos glorieux ancêtres se sont battus ici. Je pourrais vous amener au centre-ville, à l'endroit où les nazis ont exécuté une centaine de soldats. Je suis d'accord, c'est pas ça mon choix. Non, mais moi, c'est ça ma réponse. D'accord. Il faut que vous sachiez que nous sommes fiers, nous, Africains de France, d'être français. Merci. Parce que nos plus glorieux représentants sont les Africains qui ont participé à la libération de ce pays. Merci bien. Et nous marchons la tête fière et haute. C'est comme ça. Ils ont laissé 2 millions de morts sur le sol de France et d'Europe pour cela. Notre légitimité, moi, quand vous me voyez dans les rues de France, vous voyez, là, je suis sapé, là, dans ma petite veste, ma petite cravate, je suis habillé en bon français de Normandie, parce que la Normandie est une terre de sang, de sacrifices et de luttes africaines. Je passe en me disant, quand on me voit passer, on dit, il est grand comme ces soldats qui sont venus à nos côtés combattre le nazisme. C'est ça la filiation que je transmets à mes enfants.
C'est cette filiation que je transmets aux Africains français. Vous avez votre fierté en tant que citoyen français. C'est de vous connecter à une Afrique qui a participé à ce qu'il y a de plus grand en France, la résistance contre l'obscurantisme. Je ne remets absolument pas ça en cause et je pense que ce n'est pas du tout ça dont on parlait. Quand vous disiez est-ce qu'il y a des bases africaines ailleurs, je disais il n'y a pas l'Afrique n'a pas colonisé, c'est ça le. Est-ce qu'il y a des bases américaines en Allemagne? Oui. Est-ce qu'il y a des bases, il y a de bases de J'espère que pays. vous savez que les États-Unis voulaient d'ailleurs maintenir leur base en France et que le général de Gaulle a dit Je non. sais tout à Merci. fait, évidemment. Ce que je veux juste dire, et que je pense que c'est pas ça dont on parle. Quand on parle, nous on disait pas ça, on disait le fait que aujourd'hui ces régimes, maintenant au Mali, au Burkina, au Niger, sont des régimes dans lesquels il y a des exactions, qu'on accuse de commettre des exactions contre. Non mais ça c'est de la propagande, madame. Vous basez sur des rapports qui sont rédigés par les officines des puissances qui sont frustrées d'avoir été forcées de plier bagages. La situation de la lutte antiterroriste au Sahel, c'est... Goumin, là, ça fait mal. Vous savez, Vous savez que quand on est dans un goumin, une peine d'amour, on a mal au cœur. Parfois, on veut même voir souffrir l'autre plus qu'on souffre soi-même. Donc, on est prêt à faire n'importe quoi. Le goumin est mauvais. Les Ivoiriens savent de quoi je parle. l'armée française était là, l'armée européenne était là, l'ONU était là. D'accord? Le nord du Mali était continuellement occupé par les terroristes. Kidal était continuellement occupé par Iyad Ghali et ses compagnons. Ils sont partis. Les soldats français, partis les soldats de l'ONU, partis les soldats de la force européenne. Le Mali, l'armée malienne a reconquis la totalité de son territoire. Bien sûr qu'il y a toujours des activités On a vu terroristes. Ghali faire un prêche à Malakas qui était pas arrivé depuis ça. Mais écoutez, la situation est infiniment meilleure que pendant les 10 ans de présence. Vous savez, le terrorisme, il est parti de la partie nord du Mali, par exemple, et il est descendu jusqu'à Bamako. Je vous invite à étudier statistiquement le fait d'armes terroristes aujourd'hui au Mali, au Burkina et au Niger. Les armées de ces trois pays, qui plus est rassemblées dans la confédération de l'AES, sont passées à l'offensive. Donc vous dites que tous les rapports, toutes les ONG, Non, tous mais- les rapports de l'ONU qui disent que les situations se détériorent au Burkina Faso ou au Mali, le fait que les Ghali reviennent faire des prêches en personne, ce qui n'était jamais arrivé dans le nord du Mali, tout ça c'est faux. Je dis qu'une très bonne partie des allégations de violation des droits humains qui sont faites par les officiers des anciennes puissances coloniales, des anciennes puissances présentes militairement sur le sol africain après le saccage de la Libye, sont amplement fabriquées. Il y a du montage. Mais il y a bien sûr des choses qui sont vraies. Oui. Justement, quand on parlait de... Parce que, évidemment, on va parler de la Russie. Il y a le vrai enjeu de la Russie. Ce qui nous intéressait, c'est que, vous savez, on a fait une enquête sur Wagner. On avait vu dans les documents en 2018 des politologues russes cette idée qu'il fallait jouer sur le passé colonial français pour réussir à le faire partir de ces pays et eux-mêmes gagner en puissance et prendre la place des Français. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Est-ce que c'est pas ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec justement Urgence panafricaine de Kémy Séba qui reçoit de l'argent russe? Est-ce que c'est pas leur façon de lutter pour prendre la place des Français en Afrique? Non, mais maintenant, la question, hein, c'est que quand il y a des Africains là qui reçoivent l'argent des Américains et des Français, là, ça ne vous pose pas de problème. Mais quand c'est des Africains qui prennent l'argent russe, ça devient un problème. Alors que dans le même temps, on a beaucoup d'officiels du gouvernement français qui reçoivent de l'argent de la Russie. Il y a plein d'hommes politiques français qui travaillaient, qui avaient des postes haut placés dans des sociétés là-bas en Russie. On leur a jamais reproché de prendre de l'argent russe. Mais maintenant, quand c'est un Africain, ça devient un problème. Mais il est où votre problème? Argent, hein? Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur. C'est seulement argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je commence par vous faire observer qu'il y a plusieurs sociétés de mercenaires qui opèrent en Afrique. Je suis opposé à une logique de 2 poids 2 mesures quand on va parler des sociétés de mercenaires. Les sociétés de mercenaires françaises sont plus anciennes en Afrique que les sociétés de mercenaires russes. Merci. Il faudrait être équilibré quand on aborde cette question. Et à ce moment, on va constater par exemple que Géos, qui est une société de mercenaires, a obtenu le contrôle total du port d'Abidjan. Le général Didier Castres, ancien chef d'état-major adjoint de l'armée française, a témoigné le 7 février 2024 au Sénat de la prise sous contrôle du port autonome d'Abidjan par la compagnie de mercenaires dont il est le président directeur général. Ça devrait nous choquer dans tous les cas. Alors maintenant, cette histoire de Wagner, en effet, vous savez très bien que les puissances rivalisent les unes contre les autres
pour maintenir ou avoir une influence aux quatre coins du monde. Et dans le cadre de cette rivalité, il est certain que l'un des points faibles de la France, c'est de n'avoir pas purgé son passif colonial. J'ai écrit des livres, j'ai donné des conférences sur cette affaire. Dites-moi, chère madame, si nous, en France, avions mené une réflexion sur les réparations coloniales, si nous, en France, avions mené une réflexion sur la repentance à propos des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés pendant la colonisation, est-ce que vous pensez que la France aurait mal à son passé en Afrique? Non. Merci. C'est parce qu'on a refusé de purger la question ici que nous sommes fragiles par là en Afrique, en tant que Français. Parce qu'il est très facile de vous indiquer des lieux où des exactions de l'armée française ont été commises ces 60 dernières années. On vous prend seulement novembre 2004 à Abidjan, madame. Vous irez peut-être bientôt à Abidjan. Allez à l'hôtel Ivoire. Devant l'hôtel Ivoire, 60 à 70 Ivoiriens sont assassinés par l'armée française. On tire à bout portant sur une foule de civils. Il n'y a pas de procès jusqu'à ce jour. Donc, les Africains, aujourd'hui, ne considèrent pas que l'instrumentalisation éventuelle de la question coloniale par la Russie ne soit pas fondée sur des faits. Si nous, en tant que citoyens français, si les autorités françaises avaient engagé ce travail pour purger la question coloniale, pour la ramener vraiment à une question d'humanité et assumer ensemble ce passé pour passer à autre chose, mais la France ne serait pas fragile par là. Donc, merci beaucoup. Très belle réflexion, professeur Franklin Nyamsi. Très, très belle réflexion. Au lieu de voir que Wagner exploite le passé colonial français pour faire avancer ses pions en Afrique, il faut voir que les autorités françaises remettent toujours à plus tard le fait de vider l'abcès colonial, de clarifier l'abcès colonial, ce qui maintient la France en position de fragilité partout. Parce que dès qu'il y a une autorité française qui dit quelque chose, qui dit « Ah, voilà ce que font les Russes, voilà ce que fait Wagner », il est facile à Wagner ou aux Russes de présenter les faits d'armes de la même armée française, dans le même territoire. Et ils sont plus nombreux. Mais du coup, une fois que vous dites ça, quel est l'intérêt pour vous de supporter l'action des Russes sur le territoire? Je soutiens le peuple africain. Et pour un certain nombre de communicants officiels français, soutenir l'intérêt des peuples africains, c'est soutenir l'action des Russes. C'est insupportable, ce manque de respect pour l'intelligence africaine. Les Africains ne veulent pas devenir Russes. Ils ne veulent pas aller s'installer en Russie. Les Africains ne veulent pas que la Russie vienne installer des colonies de peuplement en Afrique. Et les troupes russes qui coopèrent avec les armées africaines le font provisoirement à la demande de ces armées pour les aider à devenir les principales souveraines de leur territoire. Et elles se retireront jusqu'au dernier soldat lorsque les Africains l'estimeront nécessaire. C'est pas du tout la même relation. Merci bien, merci de le préciser. Donc sachez que nous, Africains, nous n'aspirons pas à devenir, après avoir été les colonisés de l'Occident, les colonisés de la Russie ou de la Chine. Nous aspirons à construire une puissance africaine suffisante pour être respectés comme citoyens sur le sol africain et comme citoyens des autres contrées du monde, être reconnus comme représentants d'une civilisation politique digne. Attention, un événement a eu lieu le 6 juillet, il ne vous a pas échappé, c'est la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Merci. Il va y avoir un passeport, il va y avoir une monnaie qui vient derrière, il va y avoir une puissance économique intégrée qui vient derrière. C'est pour cela que nous nous battons. Nous ne nous battons pas en Afrique pour la Russie. Avant que la Russie n'ait entamé le nouveau virage de ses relations africaines, nous soutenions déjà la lutte d'émancipation du peuple africain. Nous étions déjà engagés là-dedans. Moi, je vous ai donné 1990. J'avais 18 ans. Et c'est en fait la Russie... Une très très belle interview de monsieur Franklin Nyamsi. Non, vraiment, quand vous voyez ce monsieur parler, vous sentez vraiment qu'il sent l'intelligence et il sent la sagesse. Vraiment, il m'apprend beaucoup. En tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de sa réactivité dans cette interview et de ses réponses? Dites-moi dans les commentaires.